Alors bonjour Florence Bergeau-Blacler, on vous reçoit sur la chaîne pour ce livre, Le djihad par le marché aux éditions Odile Jacob. On vous avait reçu pour votre livre précédent qui est notifié ici, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Alors dans ce livre, vous allez nous parler, comme son nom l'indique, d'un djihad qui serait pratiqué par le marché. Vous allez nous montrer peut-être que le halal est autre chose que la simple viande halal à laquelle on est habitué dans le langage courant. Bonjour Florence Bergeau-Blacler, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour Cyril. Alors ben oui, Florence Bergeau-Blaclair, Blacler, ouais. chercheuse au CNRS, présidente du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, que j'ai créé il y a à peu près un an, qui fait pas mal d'activités et je vous recommande d'aller visiter le site donc cerif.eu. Voilà, je me permets de faire un petit peu de publicité pour ce centre qui est quand même le seul qui s'intéresse aux formes subversives non djihadistes de l'islamisme. Et puis votre Alors, chaîne YouTube également qui est très intéressante. Vous y donnez des entretiens très riches, notamment le dernier avec Monsieur Bensoussan, Georges qui était très Bensoussan, intéressant. tout à fait. Merci Cyril de m'inviter sur votre chaîne. Vous êtes un des rares d'ailleurs à s'intéresser à ces sujets de façon approfondie. Malheureusement, l'islamisme est devenu un thème politique, voire politicien. Et donc, on l'étudie peu, on en parle beaucoup, mais on l'étudie peu. Et ça, c'est un vrai problème pour les experts qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreux pour des raisons qu'on aura sans doute l'occasion d'expliquer. Alors, vous l'avez souligné, le marché halal est sorti de la boucherie. Néanmoins, le fait que le halal passe d'abord par l'alimentation, la viande, n'est pas anodin. Et ça, les anthropologues le savent. Ils savent depuis plusieurs décennies, et notamment Marcel Mauss, que l'alimentation est un fait social total, c'est-à-dire qu'il concerne à la fois, bien sûr, l'économie de subsistance, mais l'économie sociale, et aussi, bien sûr, la convivialité, hein, les convives sont ceux qui partagent les vivres, comment dire, les aliments ensemble, les repas ensemble, la commensalité, si vous voulez. Et là, on est au cœur du vivre ensemble. Donc, l'alimentation, malheureusement, c'est souvent considéré comme un truc de recette de cuisine, un thème pour les femmes, hein, grosso modo, donc pas très intéressant. Moi, c'est toujours comme ça que ça a été présenté, malheureusement, dans les universités, quelles sont les recettes, etc. Bon, bref. Donc, on a l'impression que voilà, chacun mange ce qu'il veut, et puis voilà, c'est la liberté individuelle, etc. Bon, en réalité, l'alimentation, c'est bien plus que ça. C'est aussi c'est ce qu'on choisit, ce qu'on déclare donc mangeable, licite, conforme, et ce qu'on choisit aussi d'exclure en termes de nourriture, mais aussi de convives. C'est-à-dire que généralement, les règles alimentaires, elles concernent pas seulement le rapport aux produits, mais aussi le rapport aux convives, ceux avec qui on partage un repas. Et moi, j'ai remarqué assez vite, à mesure que le marché halal se développait, je crois que je suis la première et peut-être la seule à avoir décrit cette histoire du marché halal. Donc, quand je le rencontre dans les années 90, je vois assez vite que les musulmans, petit à petit, disparaissent des restaurants. Vous verrez, vous pourrez faire votre expérience vous-même. Les musulmans qui s'identifient à l'islam, pas les ex-musulmans, pas les gens qui sont sortis et qui ne sont que de culture ou tradition lointaine de l'islam, mais véritablement les gens qui s'identifient comme musulmans, qu'ils soient pratiquants ou non, ne vont pas dans les restaurants. Donc, Ouais. la, la première chose que décrit en fait le fait de se conformer à l'alimentation halal, c'est une communauté religieuse d'identification, pas forcément une pratique. Et ça, on l'a vu dès les années 90, même s'ils ne sont pas pratiquants, à partir du moment où ils s'identifient comme musulmans, alors ils mangent halal, ils évitent le porc et un certain nombre de choses interdites. Alors oui, on va reparler de tout ça et on va passer un long moment sur cette chaîne avec votre permission, parce que j'ai vu que ça n'a pas été fait sur d'autres entretiens. On va passer un long moment sur le fait que finalement le halal a un aspect
totale et globale en fait dans la vie des gens, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais juste avant cela, je voudrais que vous nous retraciez rapidement, il ne s'agit pas d'aller dans les détails, mais pour que les gens qui n'ont pas de base là-dessus comprennent eh bien quelle est un petit peu l'historicité en France du halal, comment ça fonctionne, comment ça s'est établi, parce que pour la plupart des gens, vous le savez, Florence, le halal, c'est quelque chose qui vient du prophète Mahomet. À l'époque, on mangeait déjà halal, et vous nous dites dans le livre, non, non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, il y a dans la tradition islamique lointaine un certain nombre de tabous alimentaires. On ne mange pas de porc, on évite l'alcool et encore, certains le discutent. Les écoles de jurisprudence, au fil du temps, se sont disputées sur la question de la pureté alimentaire, jusqu'à quel point on peut dire qu'un produit comme alimentaire, mais aussi un savon, contient du porc et donc est illicite. Est-ce que quand les graisses de porc ont été transformées, est-ce qu'elles ne deviennent pas à ce moment-là licite. Voilà, ça, c'est des discussions qui sont très anciennes. La question aussi de l'abattage des animaux, il faut que l'animal soit saigné, il faut faire cette offrande à Dieu et un certain nombre de choses. Et encore, il faut préciser que les écoles de juridique, les écoles de fiqh, ont chacun leur interprétation. C'est pas tout blanc, tout noir, la question de la transformation, de la contamination, etc. Donc ça a duré évidemment plusieurs siècles. Jusqu'à ce qu'on arrive aux années, disons, 1960-70, avec les déplacements de population musulmane vers des pays non musulmans, des déplacements massifs, pas des voyageurs individuels. Qu'on soit aussi dans le cadre du commerce international, c'est-à-dire de l'exportation des viandes et des produits carnés en général vers les pays musulmans depuis les pays non musulmans. Alors la question de la barrière alimentaire se pose. Et elle se pose en des termes que les immigrés ou les marchands, selon qu'on est dans le cas de l'exportation ou dans le cas de l'immigration, ne se posent pas la question comme les juristes le feraient. Ils veulent savoir s'ils mangent conformément à leur religion ou pas. Au début, disons qu'on est là dans les années 60-70 avec une immigration moins forte, avec une exportation vers les pays musulmans qui n'est pas très importante, mais enfin qui compte quand même. Et généralement, on retient que le verset 5 de la sourate 5 qui nous dit que la nourriture des gens du livre et de leur tradition, j'insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire grosso modo les chrétiens et les juifs, eh bien la nourriture des chrétiens et des juifs est permise aux musulmans, donc elle est halal. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre un petit peu voilà, dans les habitudes. On ne se préoccupe pas vraiment de la licéité. Si on fait venir des carcasses de France, eh bien, c'est un pays de tradition chrétienne, donc on regarde pas. La seule chose qu'on regarde, c'est s'il n'y a pas d'éléments porcins qui auraient été mélangés dans les cargaisons qui arrivent dans les ports, mais c'est tout. Sur le plan des familles de migrants, alors disons que la question se pose à partir du moment où les cuisinières arrivent, c'est-à-dire les femmes, donc plutôt dans les années 70. Sinon, les hommes se considèrent en voyage d'une certaine manière et donc se contentent de manger la viande qu'il y a, ou alors, mieux encore, vont abattre directement à la ferme. Comme ça, c'est moins cher, on peut partager, et puis en plus, ça a l'avantage d'être licite. Quand les femmes arrivent, et donc les enfants, eh bien les femmes vont cuisiner, donc elles vont avoir recours aux boucheries. Et là, problème, à l'époque, donc les années 70, 80, il n'y a pas il y a pas de viande comme au bled. C'est-à-dire, elle n'est pas coupée comme au bled, elle n'a pas la même saveur, elle n'a pas la même couleur, etc. Ce qui est gênant pour la cuisine des Maghrébines. Donc, elles ont recours aux abattages directs. Parfois, parce que la viande est chère, elles ont recours à la viande donc, des séfarades juifs qui abattent un petit peu selon leur abattage rituel avec des morceaux de découpe qui sont assez similaires à ce que connaissent les Maghrébines, hein, puisque je parle de la France et donc plutôt de l'immigration maghrébine et aussi turque.
Et donc elles vont, donc voilà, ils ont recours d'abord à ça. Ensuite, eh bien, comme il y a une demande, eh bien, l'offre va s'organiser, une offre de viande donc destinée aux musulmans. Et ça vient d'où, en fait, cette, euh, cette offre, comment elle va finalement se présenter? Eh bien, c'est d'abord l'exportation. C'est-à-dire que l'Iran, hein, en 1979, devient islamique. J'espère d'ailleurs que on est dans la sortie en ce moment, hein, il y a beaucoup de manifestations. Mais bon, en 1979, il y a beaucoup de manifestations pour la révolution islamique. Et l'ayatollah Khomeini, très fier, donc annonce qu'il n'importera plus des carcasses venues d'Occident parce qu'elles sont illicites, elles sont impures, elles sont sales, enfin tout un tas de choses désagréables. Et il va donc envoyer ces mollahs vérifier la qualité des viandes et le fait qu'elles soient correctement saignées selon une méthode qui correspond en fait à une islamisation du procédé industriel qui existe en Occident, c'est-à-dire selon une méthode tayloriste. Donc, Ouais. ce n'est pas l'importation d'une tradition musulmane en Europe, c'est plutôt l'islamisation d'une méthode industrielle. Évidemment, les mollahs vont rencontrer les shoratim, c'est-à-dire les rabbins qui abattent dans les abattoirs. Ils vont un peu en copier les principes. Alors, avec une spécificité, donc l'animal est tourné vers la Mecque. On dit ou pas d'ailleurs une formule d'offrande à Dieu, Bismillah généralement, ou d'autres choses, peu importe. Et puis la question se pose de savoir si on va étourdir, c'est-à-dire insensibiliser et immobiliser l'animal avant qu'il soit abattu. Comme les rabbins ne le font pas, la question se pose de savoir si cette opération est licite ou non. Alors, il va y avoir des discussions qui ne sont pas véritablement tranchées. Ça dépend des pays, en fait. Ça dépend de la sensibilité du bien-être animal dans les pays. Et finalement, on va en venir aujourd'hui à l'idée que, eh bien, une viande rituelle halal, c'est comme une viande rituelle cachère. Il ne faut pas que l'animal soit étourdi. Mais ça, ce sont des discussions qui ont eu lieu pas seulement entre religieux, ce qui aurait été logique, mais plutôt entre les religieux, les marchands et la régulation, c'est-à-dire l'État et les vétérinaires. Et cette négociation va aboutir en fait à mettre au point un mode d'abattage halal qui est purement industriel, mais qui est donc islamisé. Et c'est là que, pour en revenir à mes familles de France, c'est là que l'offre bouchère va commencer à se déployer, notamment à la faveur des crises sanitaires, notamment la crise de la vache folle, parce que on n'arrive plus à exporter en raison des embargos, et donc on voit là une offre, une possibilité de déboucher pour une offre bouchère halal, et là ça va flamber. Moi je me souviens très bien, je fais à l'époque mes études à l'université de Bordeaux 2. Et dans mon quartier, dans le quartier Saint-Michel, il y a au départ quatre boucheries qui sont d'ailleurs même pas repérées par les services vétérinaires, puisque à l'époque je fais un stage au service vétérinaire. Euh, et quelques années plus tard, 2, 3 ans après, on se retrouve avec une douzaine de boucheries, 24, etc., etc. Donc l'offre véritablement va se structurer et rencontrer une demande qui s'exprime essentiellement par les femmes et par les enfants. Vous voyez un petit peu, alors par les femmes pour des raisons, je dirais, culinaires surtout, et par les enfants pour des raisons plutôt identitaires. C'est-à-dire, je mange et je suis un peu ce que je mange. Je m'identifie à une communauté et cette communauté, elle se clôture par la clôture alimentaire. Effectivement, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que on a toute cette historicité du halal au niveau de la nourriture, et même si vous nous avez expliqué que le fait finalement de manger, c'était pas simplement un choix comme ça anodin, il y avait derrière eh bien toute une convivialité, tout un art de vie, tout un art de cuisiner, et aussi des réflexes identitaires. Vous montrez dans le livre que finalement le halal, eh bien c'est développé à d'autres domaines, c'est développé un petit peu d'une manière
marketing à d'autres choses, au voyage par exemple, à la banque, à la finance en général, aux entreprises, etc. Et que finalement le halal qui au départ était quelque chose qui s'appliquait à la nourriture et qui n'était déjà pas anodin comme vous nous l'avez expliqué, eh bien finalement c'est en train de se déployer dans tous les pans de la société pour devenir finalement quelque chose de plus enveloppant et quelque chose peut-être de plus dérangeant selon le point de vue dans lequel on se place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette extension à tous les domaines de la vie du musulman finalement? Alors là, on en était à la clôture alimentaire, c'est-à-dire à la définition d'une communauté alors il y a deux façons de définir une communauté ou de la structurer et de rester dans l'entre-soi. Les anthropologues le savent, il y a la clôture alimentaire et puis il y a la clôture matrimoniale, c'est-à-dire l'interdit d'épouser à l'extérieur du groupe. Bon, les musulmans, ils ont les deux, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué cette clôture alimentaire et aussi la clôture matrimoniale, notamment avec l'arrivée des islamistes et en particulier des frères musulmans qui ont rappelé l'interdit d'exogamie, pas seulement d'ailleurs pour les femmes qui ne peuvent pas se marier avec un non-musulman, mais aussi conseiller fortement aux hommes de ne pas se marier en dehors de la communauté, sans doute parce qu'ils ont compris que les femmes et les hommes dans nos sociétés occidentales sont aussi influents que auprès des enfants. Et donc, les hommes aussi vont avoir c'est pas un interdit absolu, mais enfin, on va leur conseiller de ne pas épouser en dehors du groupe musulman. Donc, il y a déjà une clôture, ça j'insiste bien, la clôture alimentaire aussi, elle est transmise dès le plus jeune âge. Mm. C'est-à-dire que là aussi, l'enfant prend conscience de son identité par ce qu'il mange. On leur dit, voilà, ça, tu ne le manges pas parce que tu es musulman. Mais on ajoute quelque chose qu'on va pas trouver nécessairement chez les juifs, par exemple, qui ont aussi une clôture alimentaire. On ajoute, euh, et ça j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens, ils mangent du porc parce qu'ils sont des porcs, parce qu'ils sont impurs. Ce qu'on va pas trouver. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas seulement la clôture alimentaire, c'est le narratif, l'histoire qui la justifie. Et ça, c'est très important parce que ça permet de bien faire les différences entre des pratiques de clôture qui appartiennent à de très très nombreuses sociétés. Même chez nous, par exemple, on va dire, voilà, tu manges ça, c'est les gens du Nord qui mangent comme ça. Nous, on cuisine pas à la cuisine au gras, etc. Enfin, des sortes de principes d'organisation culturelle qui existent partout. Ce qui compte surtout, c'est le discours qui accompagne l'interdit. Et là, on retrouve chez les musulmans un discours très fort qui dit, en gros, ils mangent ça parce que, voilà, ils mangent du porc parce que quelque part, ils sont un peu impurs. Et puis, donc, une vision suprémaciste de la religion. Hein, c'est l'islam est la meilleure des religions. Donc, il y a toutes des pratiques comme ça qui accompagnent cette idée. Euh, et puis, tu es musulman parce que tu manges comme ça, et tu manges comme ça parce que tu es musulman. Ça va dans les deux sens. De sorte que celui qui se prétendrait musulman et qui dirait mais moi je mange pas halal, je fais ce que je veux, eh bien on lui dirait non, tu n'es pas véritablement musulman, même petit. Donc ça c'est important. C'est très difficile aujourd'hui quand on est musulman de ne pas manger halal, ne serait-ce que pour ses amis. Vous pouvez pas recevoir des amis musulmans et leur proposer quelque chose qui ne serait pas halal parce que ça va entraîner un certain nombre de discussions, de suspicions, etc. Donc c'est devenu très difficile, d'autant plus que l'offre est là. Donc là, on était dans le domaine alimentaire, donc du communautaire. Maintenant, il y a un autre phénomène qui se produit, et notamment aux alentours des années 2000, c'est l'extension du périmètre du halal. Et là, on est plus dans le domaine qu'on pourrait qualifier de conquérant. Il y a un domaine de la conquête, c'est-à-dire dans l'espace, c'est une religion prosélyte, l'islam, c'est une religion universelle aussi. Donc à la fois universelle et prosélyte, universelle comme le christianisme et prosélyte comme le judaïsme, pardon, l'inverse, excusez-moi, je reprends,
qui est prosélyte comme le christianisme et qui est légaliste, qui obéit à la loi, comme le judaïsme. Donc ces deux composantes en font quelque chose de très... où la conquête de l'espace, la conquête normative est essentielle. C'est une religion de loi. Mm. Donc, il n'est pas nécessaire, comme chez les chrétiens, disons, de vouloir convertir les cœurs. Et il faut imposer la loi au plus, et après, ben, la loi convertira les cœurs, hein. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Donc, la question du halal est évidemment importante, parce que halal, ça ne veut pas dire conforme, comme kasher par exemple, ça veut dire licite, ce qui est, disons, conforme à la loi, mais dans le sens de ce qui n'est pas interdit. Le haram, donc l'antonyme de halal, c'est ce qui est interdit. Donc on désigne toujours par le halal ce qui n'est pas haram, ce qui n'est pas interdit, et ça c'est important. À partir de là, donc on est dans le milieu des années 90, la Malaisie en particulier, qui est un pays qui est en train d'islamiser son économie depuis les années 1980, c'est le premier pays au monde. On est après la révolution iranienne, etc. Donc il y a un revivalisme islamiste. Et pour des raisons de politique intérieure que j'explique un peu dans mon livre par rapport aux Chinois, etc., pour reprendre la main en tant que musulmans sur la population chinoise, les Malais vont donc islamiser leur économie, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu un petit État islamique. On n'en parle jamais, mais il est important. Et donc, ils se lancent dans le halal et vont demander au niveau du Codex Alimentarius, c'est le code alimentaire, qui est un organisme international de régulation de la composition des aliments. Par exemple, le Codex alimentaire va réguler le miel. Qu'est-ce que le miel? Est-ce que le miel avec un taux de sucre de 2% ou 3%, c'est toujours du miel? Ou est-ce que c'est passé ces 3%, ça n'est plus du miel? Bon, ça, ce sont des règles qui sont établies pour le commerce international pour que les gens puissent échanger en toute connaissance de cause sur la qualité et le contenu des produits. Donc, pour pouvoir échanger du halal, ce qui n'est pas très précis au départ, je vous l'ai expliqué, la Malaisie va vouloir fixer en fait une norme à travers le code alimentaire, qui n'a rien d'obligatoire, mais qui est une convention, disons, entre les marchands du monde. Et ils vont donner donc une définition du halal qui consiste bien sûr à donner des éléments concernant l'abattage, alors la possibilité donc de tourner vers la Mecque, un certain nombre de choses qui ne dérangent pas vraiment l'organisation des abattoirs industriels. Euh, et surtout, il va s'intéresser à la composition des aliments et de tout ce qui est non seulement mangeable, mais incorporable. C'est-à-dire que est-ce que un savon qui contient de la graisse de porc, est-ce que c'est halal? Bon, mais il va décider que non. Est-ce que les produits cosmétiques sont halal? Bien non. Pas quand ils contiennent même C'est de l'ADN c'est- de porc, hein. Euh, Pardonnez-moi, Florence, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre et qui me paraît important de dire, c'est que vous montrez qu'il ne s'agit pas en fait comment dire, de chaînes industrielles islamiques qui se sont montées. C'est simplement l'islamisation des chaînes industrielles déjà présentes et des chaînes voilà, souvent occidentales. Ouais. c'est ça, c'est ce que je vous ai dit pour les chaînes d'abattage, mais c'est vrai aussi pour les chaînes de production. C'est-à-dire que à partir du moment où les aliments ou les produits cosmétiques ou de médicaments contiennent même de l'ADN de porc ou, des traces d'alcool, ce qui est très fréquent dans l'industrie, dans les produits de nettoyage pour nettoyer on parle beaucoup de l'eau halal, alors tout le monde rigole évidemment, mais l'eau halal ça existe, c'est une eau qui a été embouteillée dans un environnement qui est indemne de toute substance illicite à l'ADN près. C'est la chasse à l'impureté. Et donc on est dans le cas d'une pureté industrielle qui est négociée entre qui? C'est pas une décision des religieux, c'est une négociation entre des
certificateurs qui se prétendent religieux, mais de toute façon, en islam, il n'y a pas de clergé, donc on ne peut pas dire s'ils le sont ou pas. Ce sont des religieux, mais qui sont juges et parties, avec des vétérinaires quand c'est le cas, ou des agents qui nettoient les environnements, avec le patron de l'usine, avec voilà, toute la réglementation associée aux exigences sanitaires. Donc tout ça, c'est un deal en fait entre eux. Ça va aboutir donc à ces normes du codex qui vont être le modèle un peu pour tous les certificateurs qui vont se proclamer religieux et certificateurs du halal dans le monde, et notamment en Europe et en France. Donc là, on va voir apparaître un certain nombre d'agences de certification qui vont dire attention, cet aliment n'est pas halal parce qu'il contient ceci, cela. Donc si vous voulez le vendre à cette population musulmane qui commence à être à peu près à 3 millions hein, dans les années, enfin 4 millions dans les années 2000, eh bien, ça va intéresser évidemment les marchands qui veulent exporter vers les pays musulmans ou qui veulent diffuser leurs produits sur le marché intérieur. Donc, ils Alors, vont je voudrais mettre s'adapter. pardonnez-moi Florence, je voudrais mettre une parenthèse justement pour que ceux qui nous regardent comprennent pourquoi est-ce que les industriels finalement se laissent islamiser ou laissent islamiser leur chaîne. Vous le dites dans le livre et je trouve ça intéressant également. C'est qu'en fait pour eux, bah, déjà il s'agit d'une manne financière très importante à l'export et puis vous l'avez dit à l'intérieur de nos frontières aussi. On a une immigration de plus en plus importante et puis aussi parce que on a un logiciel nous-mêmes qui est un logiciel inclusif que vous allez opposer à un autre système dont on parlera un peu plus tard dans l'interview. Mais voilà, parce qu'on a un logiciel inclusif et qu'on se dit, bah finalement, c'est un marché de plus, on va faire un marché de plus pour les musulmans. C'est pour ça que les industriels se sont intéressés, les industriels occidentaux, j'entends, sont intéressés à ça, c'est ça. Hein. Alors oui, alors mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'appât du gain. Il y a le fait que cette population musulmane, on est en train les marchands sont en train de la perdre parce Hum, qu'ils vont ouais, s'approvisionner auprès d'autres pays étrangers. Donc il faut hum, garder les 3 millions de personnes qui ne mangent pas de la viande conventionnelle. Eh bien, il va falloir faire de la viande halal pour eux, pour ne hum, pas perdre de marché. Donc c'est pas seulement l'appât du gain et la volonté de faire beaucoup d'argent. La façon dont les marchands et les producteurs de viande vont justifier le passage de certaines chaînes en halal, et parfois même en tout halal, on y reviendra, hum, ça va être des arguments d'inclusivité, de vivre ensemble, etc. Ce qui est une imposture, bien évidemment, mais c'est pour éviter que quand on fait du halal, les gens qui ne mangent pas halal, d'habitude, les non-musulmans, se détournent du produit. Donc il faut tenir à la fois deux discours, un discours de pureté pour les musulmans et à la fois un discours inclusif pour les non-musulmans, pour ne pas qu'ils s'échappent. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle, je me souviens, c'était durant les élections, la campagne électorale 2012, où effectivement le parti du Front National avait mis en lumière un certain nombre de résultats de mes travaux et des organisations de protection animale, l'OABA en particulier, qui avaient mis en évidence qu'on faisait plus de halal que nécessaire. Et que par conséquent, une partie de la filière halal, une partie des circuits halal se débouchaient dans les grandes surfaces sans étiquetage halal, comme si c'était une viande absolument conventionnelle. Donc ça avait un peu ému le public et il a fallu donc aux marchands, aux producteurs, aux abatteurs à la grande distribution se justifier en disant oui, mais de toute façon, c'est pour l'inclusivité, et puis c'est pas très grave si tout le monde mange halal, ça change pas, c'est un peu la même chose. Bon, enfin, la question c'est si ça change pas pour les uns, pourquoi est-ce que ça changerait pas? Si ça change pour les uns, pourquoi est-ce que ça changerait pas pour les autres? Évidemment, on ne se pose pas de questions, c'est le paradigme de l'inclusivité. Donc, c'est pas que pour l'appât du gain, ça peut être aussi pour retenir des marchés qui, qui pourraient s'en aller. Et puis, bah, ça va évidemment nourrir ce discours sur la société multiculturelle, inclusive, etc., en toute méconnaissance. Et ça continue. Hein, vous avez vu que Five Guys, je sais plus, Pizza Hut aussi, qui voudrait
passer au halal, et c'est toujours en expliquant que chacun a le droit, même Leclerc, hein, Michel-Édouard Leclerc, je crois, disait, mais les musulmans, eux aussi, ils ont droit à la diversité, etc. Enfin, des bêtises, une méconnaissance absolument abyssale du fonctionnement de ce marché, qui est un marché parfaitement exclusif et non pas inclusif. Alors on va parler justement de ces marchands qui sont finalement les complices de l'imposition de normes islamiques dans la société. Mais avant cela, il nous faut expliquer aux gens qui nous regardent, mais justement comment s'est déployé le halal à d'autres sphères de la vie du musulman et comment finalement ce que vous avez expliqué, comment dire le licite et l'illicite force le musulman à choisir, force le musulman à consommer et l'acte de consommer, vous le montrez dans le livre et vous nous le rappelez, pour ceux qui le savaient déjà, c'est que finalement, consommer, c'est pas un acte anodin en fait. Consommer, c'est aussi choisir quelque chose. Ça peut être, on le verra plus tard, ça peut être aussi faire des choix politiques quand on consomme. C'est aussi faire des choix de vie en fait et utiliser un objet plutôt qu'un autre. C'est pas anodin dans la vie d'une personne. Et vous montrez finalement que, eh bien, le halal, le licite et l'illicite, cette polarisation en fait, eh bien, touche tous les aspects de la vie du musulman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un Voilà, petit peu ça? à partir du moment où on sort de la boucherie, on rentre dans l'alimentaire, puis dans le cosmétique, puis enfin dans des domaines un peu inattendus et qui sont des domaines auxquels on est confronté quotidiennement, s'installer une certaine anxiété des consommateurs qui vont se demander en permanence si ce qu'ils achètent est licite ou non. C'est aussi le moment où l'islamisme et le salafisme est en plein développement, donc l'attention à la consommation de tous les produits du quotidien est très forte. Et donc, eh bien, la halalisation va s'étendre aux espaces, va s'étendre aux services. Et on va voir, par exemple, une firme comme Nestlé, qui est très en avance dans la certification halal, qui va favoriser, en fait, pour certains produits de sa gamme, une certification halal, va commencer à expliquer que finalement, il faut rassurer les musulmans, il faut leur proposer une offre dans laquelle ils ne soient jamais confrontés à l'illicite. Hein, c'est la halal awareness, ils appellent ça. Donc prenez conscience de la nécessité pour vous de manger ou de consommer halal de façon générale. Donc là, c'est véritablement prosélyte, hein, cette affaire-là. On va prévoir pour vous des espaces où vous ne serez pas confronté à l'illicite. Alors typiquement, les hôtels, le tourisme, il y a le halal, je dirais, matériel, mais il y a aussi moral. Euh, Notamment l'alcool. L'alcool est interdit surtout pour des raisons de comportement, de morale. Eh bien, vous pourrez donc aller dans des hôtels où on ne sert pas d'alcool, où il n'y a pas de programmes télévisés interdits, où les accès aux piscines sont séparés, etc., etc. Donc ça se développe à partir des années 2000, notamment en Turquie. Et cet espace du halal dans lequel on veut faire rentrer les musulmans, il est de plus en plus large, mais aussi de plus en plus contraignant pour les musulmans parce que puisque vous avez une offre halal, alors vous ne pouvez plus vous tourner vers l'offre, disons, conventionnelle, parce qu'alors à ce moment-là, vous êtes en rupture avec votre communauté. C'est très culpabilisant, en fait, cette offre halal. Ouais. Si Decathlon propose un hijab running, bah, si vous êtes musulman, vous avez un hijab running, donc n'allez pas courir sans hijab, etc., etc. Donc en fait, le marché aide à l'extension du périmètre du halal et donc à cette normativité islamique et va toujours essayer de le présenter comme quelque chose d'anodin qui peut parfaitement servir aux non-musulmans. Et en ce sens, il fait Ouais. vraiment le jeu des prosélytes. Eh ben c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je voulais que vous nous expliquiez ça. Ça me paraît important parce que finalement, ça permet de comprendre ensuite que finalement cette extension du domaine du halal, ça fonctionne dans les pays musulmans évidemment, mais ça fonctionne ici aussi où la communauté musulmane est importante et finalement se déploie dans notre espace commun à nous, qui est censé être neutre, se déploie finalement grâce aux marques industrielles, grâce à Decathlon, vous l'avez dit, grâce à Leclerc, vous l'avez dit aussi, se déploie finalement une normativité islamique qui finalement, au bout d'un moment, va peut-être s'imposer aussi aux non-musulmans, non?
Bah, l'idée, c'est ça, hein, les marchands et comme les religieux ont finalement le même intérêt, même si c'est pour des objectifs très différents. Je dis pas que les marchands veulent islamiser la société, pas du tout. Mais de fait, ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas conséquents. Ils ne réfléchissent pas à l'impact en fait de leur collaboration. D'ailleurs, ils perdront, hein, parce que la norme halal n'est pas stable et donc elle devient de plus en plus sévère. Et l'ultime, enfin, la qualité qu'il faut avoir pour vraiment être crédible sur le marché halal, c'est être musulman soi-même. Donc en fait, ces marchands qui se sont lancés et qui ont bénéficié bien sûr, mais qui ont aussi élargi le champ, le périmètre du halal, euh, de toute façon, s'ils ne sont pas musulmans, s'ils ne se convertissent pas à l'islam, seront dépassés, seront rachetés. Et ça, on commence à le voir parce qu'il y aura des phénomènes de boycott, par exemple. Parce que, comme je le disais, halal, c'est pas seulement sur le contenu des aliments, mais c'est à qui vous le vendez. Je Hmm. disais tout à l'heure, dès le départ, que ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais avec qui vous le mangez. Et ça, c'est très important. Donc là, on a un magnifique exemple avec Isla Délice. Hmm. Exemple récent, donc Isla Délice est de temps en temps attaqué parce que traditionnellement, il avait été créé par Herzog, qui est un juif de, je ne sais même pas s'il est pratiquant, mais identifié comme juif. Et ensuite, il a été racheté, et notamment par Éric Fauchon, qui l'a depuis quelques années maintenant, qui est propriétaire depuis quelques années maintenant. Et donc, à l'approche des fêtes, allez, on lance encore un boycott parce qu'on sait que Fauchon fait du foie gras halal, par exemple. Et cette fois-ci, notamment le site Alcance, qui est à la pointe en fait de toutes ces campagnes de boycott, explique que une société pour laquelle, enfin, que au capital de Fauchon, il y a une société qui est proche d'une société basée en Israël, notamment à Tel Aviv. Et donc fait un appel à boycott pour ce motif-là. Et quelle est la réaction de Éric Fauchon? Ce n'est pas de se retirer du marché, bien au contraire, c'est d'aller jurer ses grands dieux devant les caméras et sur les médias islamiques et islamistes en particulier, qu'il n'a jamais travaillé avec Israël, qu'il ne travaille pas avec Israël et qu'il ne travaillera jamais avec Israël. Vous voyez un peu, il est là, on le verrait presque pleurer. Voilà la destinée hein, de ces marchands qui se sont lancés dans le halal. Un jour, ils seront mis à genoux, c'est-à-dire rendus à l'état de dhimmi. Ça existe, hein, ce statut en islam de soumis. Ou alors ils seront morts, hein. La mort, ça c'est arrivé plutôt de l'entreprise, pardon. C'est pas la mort de l'individu, hein, c'est la mort de l'entreprise, bien sûr. C'est arrivé au volailler Doux, qui était un volailler qu'on appelait fleuron de l'industrie de la volaille européenne, et qui lui a été l'objet d'une campagne de boycott, toujours lancée par le même individu, Fateh Kimouche de Alkant, mais relayée sur tous les réseaux sociaux. Euh, et il a été obligé de vendre en fait cette partie et qui l'a racheté, bah, c'est un Saoudien. Hein, comme ça, le Saoudien, même s'il n'est pas tout à fait dans les normes exigées par les influenceurs, il est musulman, donc ça passe. Vous voyez? Donc voilà Ouais. la destinée de ces marchands. Et moi, ça fait des années que je le dis, ne collaborez pas. Les musulmans peuvent très bien, effectivement, organiser leur consommation comme ils le veulent, s'ils le veulent. Mais tous ceux qui collaborent et qui participent en fait à l'extension de la norme disparaîtront. Tout à fait. Et il me semble pertinent maintenant justement de parler des deux visions du halal dont vous parlez et que vous opposez dans le livre. C'est la vision inclusive, celle à laquelle adhèrent les industriels, parfois naïvement, parfois ils n'ont pas envie de savoir. Et puis la vision oummique, que vous appelez oummique, et cette vision, en fait, c'est la vision des religieux qui eux ont, pardon, comment dire, une vision claire de ce qu'ils souhaitent. C'est une vision qui est à long terme, en fait, hein, cette vision que nous, occidentaux, on a de moins en moins, mais eux, ils ont une vision à long terme, et ils se disent qu'ils veulent justement eh bien, déployer ces normes islamiques dans les sociétés occidentales pour pouvoir finalement, à long terme, eh bien, de plus en plus et de manière graduelle, islamiser l'Occident. Est-ce que c'est ça que vous expliquez dans le livre? Oui, alors ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il n'y a pas de protocole halal différent. Il n'y a pas un halal pour Hmm.
pour les musulmans light et un halal pour les musulmans durs. Pas du tout. C'est les mêmes procédés avec des variations un peu d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une clientèle à l'autre. Ça, c'est pas important, mais c'est plutôt le discours qui le justifie. Et les acteurs, comment les acteurs de ce marché revendiquent leur légitimité. Donc le discours qui entourait au début du marché halal l'extension alors, de la viande à autre chose, c'était essentiellement un discours inclusif, j'en ai parlé, c'est-à-dire il faut que les musulmans aient aussi droit à ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils sont obligés de, comme si ces règles en fait étaient venues du Coran lui-même ou devaient s'imposer naturellement. Ça, on est dans le modèle inclusif. Et peu à peu, les musulmans ont réalisé la force du marché, la force de boycott, la force de boycott. Vous voyez la différence entre boycott, donc s'empêcher d'acheter des produits, et le boycott, eh bien, promouvoir l'achat de certains produits. Donc là, on est plutôt dans le cas du boycott. Et ils se sont aperçus évidemment que promouvoir ces objets de consommation, ces produits de consommation quotidiennement, c'était une façon extraordinairement efficace de promouvoir l'islam. Parce qu'à travers l'islam, c'est pas seulement une idéologie, c'est aussi une pratique quotidienne avec ses tapis, ses hijabs, sa matérialité et sa culture propre. Ça, c'est très important. Donc, faire passer la culture islamique par le biais du marché, c'était évidemment une brillante idée. Et puis aussi parce que le modèle oummique a été porté par des gens qui s'inquiétaient de voir que comme le Codex Alimentarius avait normé le halal, d'autres comités de normalisation, notamment le Comité européen de normalisation, l'AFNOR, les comités internationaux, voulaient aussi s'emparer et définir la norme halal. Et ça, évidemment, et légitimement d'ailleurs, ils ne le voulaient pas. Les Occidentaux ne peuvent pas normer le halal. Donc, ils n'ont jamais en fait dénoncé, ces gens du modèle oummique n'ont jamais dénoncé les conventions passées entre les marchands, les régulateurs et les religieux. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans leurs critiques. Ils ne l'ont dénoncé qu'à partir du moment où ils ont senti que ça leur échappait, que la norme risquait de leur échapper, eux qui faisaient à la fois les juges et les parties. Et donc là, ils ont commencé à dire, il n'est pas normal que les mécréants s'occupent de réguler la norme halal, etc., tout en profitant, tout en continuant à profiter du fait que ce marché est essentiellement promu et produit par des non-musulmans. Ce modèle oummique, en fait, pour bien comprendre ces enjeux, c'est le modèle promu par l'Organisation de la coopération islamique, qui est une organisation euh, proto-califale qui a été mise en place à la fin des années 60 pour représenter tous les pays du monde musulman et favoriser leur influence donc à l'intérieur des pays musulmans, mais aussi auprès des minorités islamiques du monde. Euh, Ça va avec aussi la Ligue islamique mondiale et toutes ces autres initiatives destinées à former cette diaspora en prolongement des pays musulmans. Et là, avec le halal, eh bien évidemment, il y a une fantastique opportunité de produire un marché commun des pays islamiques et de leur donner une influence géopolitico-commerciale mondiale. Et ça, c'est essentiellement la Turquie qui a vu cette opportunité. La Turquie et d'Erdogan, hein, qui se rêve en calife, qui voit bien que c'est par le marché qu'il pourrait peut-être obtenir cette position avantageuse pour lui et pour le monde musulman. D'accord. Alors avant de continuer sur le livre, je voulais qu'on fasse une petite parenthèse et qu'on s'adresse un petit peu à nos complotistes, à nos antisémites, qu'ils soient islamistes ou gauchistes, et vous Ah, poser il y la en a, question. hein. Et il y en a, hein, et Ah là là. il faut que je vous pose la question qu'ils vont me poser en commentaire et que j'écoute déjà résonner dans ma tête. C'est quelle différence fondamentale faites-vous entre justement le kasher et le halal? Parce que tout ce que vous reprochez au halal, ils vont nous dire, mais pourquoi pas les juifs, encore une fois? Pourquoi elle Voilà. parle pas des juifs?
Voilà, alors il y a ça, et puis il y a aussi, mais en fait, le halal est tenu par les juifs. Alors donc ça, Aussi. voilà, ça c'est les deux grands thèmes complotistes qu'on peut entendre. Alors, je vais commencer par pourquoi le halal et pas le kasher. D'abord parce que ce sont, euh, ce sont deux religions différentes. Alors ça de façon générale, hein, quand vous travaillez sur un mouvement religieux, on vous reproche toujours de ne pas travailler sur les autres, en particulier quand il s'agit de l'islam. Mais si vous travaillez sur le christianisme, personne ne va vous dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne comparez pas avec l'islam ou avec le bouddhisme, etc. Ça, vous avez le droit d'être un spécialiste du christianisme sans qu'on vienne vous reprocher de ne pas traiter des autres religions. Mais pour l'islam, il y a toujours une exception, parce que finalement, il s'agit là de noyer le poisson et de faire et d'amener à regarder ailleurs. Bon, c'est une stratégie assez connue. Le halal est différent du kasher parce que, comme je l'ai expliqué, c'est une invention industrielle qui a d'ailleurs copié un certain nombre de choses sur le kasher. Le kasher est une sélection à la base, c'est-à-dire que ce n'est pas un mode opératoire qui produit du kasher, c'est le contrôle, c'est un mode opératoire plus un contrôle rituel. C'est-à-dire que le shoret, celui qui abat dans les abattoirs, va. D'abord, c'est un personnel religieux, donc qui a été formé pour ça, alors que les abatteurs musulmans ne sont pas des personnels religieux, n'ont aucune formation particulière religieuse. Donc, les shoratim, le shoret, va dans l'abattoir procéder donc à la saignée de l'animal, sans étourdissement aussi, ce qui pose des problèmes là comparables avec ceux du halal, mais va aussi donc examiner la santé et l'intégrité de l'animal. Et si l'animal n'est pas considéré comme conforme, alors il n'est pas cachère et il passera dans le circuit ordinaire. Euh, donc ça, c'est une sélection rituelle. Le halal, c'est une pureté industrielle. Vous voyez? Hmm. C'est-à-dire que on va regarder si ça contient du porc et de l'alcool à dose infinitésimale. Et si c'est le cas, à ce moment-là, disons, l'aliment ou le produit peut devenir donc incertain, illicite, ce qui va amener des marchands à créer donc des gammes licites euh, pour les consommateurs. Ça existe aussi dans la cache-route, c'est un peu le même phénomène d'extension, mais ça se réduit du fait de la petite. Les Juifs sont, je sais pas, entre 10 et 20 millions dans le monde, pas plus. C'est ça, j'allais en Euh, parler, la démographie, c'est un point voilà important. la démographie. Et puis surtout, c'est pas une religion prosélyte. Hmm. Donc il n'y a pas de volonté d'imposer la cache-route, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez être juif et ne pas garder ou ne pas garder la cache-route, c'est-à-dire ne pas consommer cachère. Hmm. Ça aussi, c'est important. Vous n'êtes pas excommunié, ce qui est le cas dans le halal. Le halal, c'est aussi les médias halal, c'est aussi un certain nombre de choses qui comptent dans l'économie islamique globale, qui, je crois, je donne des chiffres, je crois que c'est 4600 milliards de dollars par an. Je ne sais plus exactement les chiffres, faudrait regarder. Donc, c'est pas la même dynamique. Hmm. Et donc, ça n'est pas les mêmes problèmes à l'arrivée. Est-ce que vous avez vu, vous, un quick cashier? Est-ce que vous avez vu un... Voilà, ça n'existe pas. Est-ce que vous Ouais. avez vu des parents d'élèves exiger que leur enfant mange cashier à l'école? Vous n'en verrez pas. Donc Hmm. voilà, ce qui fait la différence, c'est les usages. C'est la religion, c'est-à-dire la norme initiale, mais aussi les usages. Hmm. Je vais vous poser une question un petit peu polémique et qui est un petit peu à côté du livre, hein. Vous n'en parlez pas dans le livre. Là, c'est vraiment une question que moi je vous pose et que voilà, vous ne m'avez pas poussé à ça. Je peux pas vous associer à cette question. Encore une fois, vous n'en parlez pas dans le livre, mais j'ai pas pu m'empêcher en fait de penser à la lecture de votre livre que finalement la lecture civilisationnelle explique quand même beaucoup de choses et on arrive à saisir et à comprendre beaucoup de dangers et à comprendre pas mal de choses. Samuel Huntington, dans son Choc des civilisations, nous explique ce que vous expliquez en partie ici, là, c'est que l'islam et le christianisme, alors lui il dit pas ce sont deux religions, c'est ce que vous avez dit vous, lui il dit ce sont deux civilisations à visée universelle, ce qui en fait des ennemis naturels depuis déjà bien longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi qui se passe sur nos territoires? Alors, Huntington, lui, l'affirme sur la base de données empiriques, mais pas sur la base des différences religieuses ou civilisationnelles.
C'est vrai. Et il le fait de façon empirique, il observe en fait, et il dit, voilà, c'est deux civilisations différentes. Euh, Et mais, universaliste, à visée et universelle. Ouais. voilà. Les anthropologues, eux, essayent de travailler peut-être sur les différences qui vont constituer au fil du temps des civilisations différentes. Hmm. Donc, ce sont deux religions différentes qui par leurs différences, justement, géographiques, politiques, sociales, tout ce que vous voulez, légales, ont produit au fil du temps des civilisations qui se confrontent chaque fois qu'elles se rencontrent. Enfin, Hmm. dans l'histoire de l'islam et plutôt de l'islam, puisque le christianisme est venu avant, mais dans l'histoire de l'islam, il y a toujours des confrontations avec les mondes autres. Hmm. Euh, c'est une religion qui s'accommode très très mal de la différence parce que quand elle existe, elle lui donne un statut de soumis, c'est le statut de dhimmi, et encore seulement pour quelques religions en particulier, notamment les religions du livre. Les autres, ils doivent être convertis, point à la ligne. Donc il y a Hmm. dans cette religion, à la base, une volonté d'éradiquer en fait l'altérité. Euh, la raison pour laquelle l'islam n'a pas disparu au fil du temps, c'est que il s'est d'une certaine manière acclimaté aux différentes cultures dans le cadre de son expansion. Et ces cultures, notamment les cultures orales, étaient moins portées sur le livre, sur le littéralisme, et étaient donc plus souples. Et c'est la raison pour laquelle cette religion s'est malgré tout adaptée. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme, parce que je pense que l'islam a des capacités d'adaptation, mais elles ne sont mobilisées que si on l'oblige. L'islam ne s'adaptera pas naturellement. Il faut que la culture d'arrivée soit suffisamment forte pour la contenir dans ses velléités de domination du monde. L'islam veut un califat, les islamistes veulent le mettre en marche, ce califat, vous voyez la différence. Euh, mais c'est à la culture qui reçoit cette religion de lui dire, ben ça, non. Vous pouvez garder ça de l'islam, mais tout ce qui concerne le prosélytisme et l'obligation de convertir, vous devez l'abandonner purement et simplement. Et le problème, Euh, c'est que ça devient, pardonnez-moi, difficile parce que vous l'expliquez dans le livre, on perçoit notre espace public, et d'ailleurs la plupart des militants laïcs le disent aujourd'hui, et la plupart des gens le disent, c'est que notre espace public serait un espace neutre. Or moi, et là encore une fois, c'est moi qui vous pose la question, vous n'en parlez pas du tout dans le livre, mais c'est simplement que pour moi, notre espace public est lui aussi, en fait, comment dire, un legs de notre civilisation. Pour moi, c'est pas neutre, l'espace public n'est pas neutre en fait. oui, Et le problème, c'est qu'en croyant à cette neutralité, vous savez, c'est un peu comme la neutralité des médias. On croit que certains médias sont neutres, donc ils disent la vérité, donc c'est indiscutable. Et là, c'est oui, oui, pareil, on vous nous avez dit en raison. gros que... Pardon. Oui, oui, je suis en total accord avec vous. Je pense pas qu'aucune culture n'est neutre. Hmm. Nous avons euh, différentes strates culturelles. Nous avons des cultures régionales. Nous avons aussi une culture nationale, républicaine. Nous avons des choses qui se sont constituées au fil du temps et il n'y a aucune raison de penser qu'elles sont universelles et sans saveur, sans odeur, qu'elles sont neutres et transparentes. Euh, c'est une absurdité de certains, effectivement, dans le champ politique ou de certains essayistes. Je peux pas commenter ça parce que ça me paraît complètement absurde, la façon dont on est habillé. On n'est pas habillé comme dans d'autres cultures, dont C'est on ça. mange, dont on se comporte. Enfin, je veux dire, c'est en permanence qu'on vit dans une ambiance culturelle particulière. Et Parce c'est que là où je justement voulais, ça. pardonnez-moi, parce que là où je voulais en venir, c'est que finalement, si notre espace public n'est pas neutre, alors ça veut dire qu'il est le fruit de quelque chose et que nous devons peut-être défendre ce quelque chose et que défendre ce quelque chose, c'est finalement résister à cette normalisation islamique qui se déploie dans cet espace public et le faire de manière non violente, mais le faire d'une manière assumée et puissante, quoi. Bah, en fait, ce que vous dites, c'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, c'est que si vous changez la façon de manger, la façon les convives que vous choisissez ou non, votre environnement visible, culturel, c'est pas pour rien si quelqu'un comme Elias Zimzalen veut absolument revendiquer la visibilité de l'islam dans l'espace public. Donc, il dit en gros, est islamophobe celui qui n'accepte pas le caractère politique de l'islam ou sa visibilité. Ben oui, évidemment, c'est une façon en fait
d'imposer l'islam comme civilisation, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on sent, tout cela, par les sens en fait. Eh bien, l'islam veut se développer aussi par les sens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obligations, de prières, de gestes qui sont dans le christianisme beaucoup plus éthérés. C'est plutôt des idées, c'est plutôt des principes. En islam, il y a des pratiques. Et ce sont ces pratiques qui vont domestiquer le corps, qui vont fabriquer une culture islamique en fait qui se veut universelle et qui va évidemment se heurter aux cultures locales. C'est vraiment par la culture qu'avance l'islamisme dans nos sociétés et c'est beaucoup plus efficace à mon avis que le djihad violent parce que le djihad violent pourrait quand il est fait, les djihadistes sont immédiatement arrêtés, les comptes bancaires bloqués, etc. Tandis que là, cette, cette islamisation douce, par subversion du droit, de la culture, etc., est très efficace. Alors, pour revenir à votre remarque, oui, nous ne sommes absolument pas neutres, nous avons une culture gréco-romano-judéo-chrétienne et qui s'est donc nouée pour faire ce que nous sommes de façon originale au fil du temps, sur très long terme, et il ne s'agit pas de faire disparaître ça d'un coup, c'est absurde et extrêmement dangereux parce que alors là, ça ferait le jeu de ce que veulent justement les islamistes quand ils soutiennent le wokisme, la gauche radicale et toutes ces théories déconstructionnistes. C'est bien sûr avec une intention de détruire la société pour ensuite la conquérir. C'est pour ça qu'il faut jamais oublier que les idiots utiles du wokisme et de la gauche radicale seront immédiatement balayés dès que les islamistes seront en position de force. Pour le moment, ils s'allient de façon opportuniste avec eux. Et justement, je voudrais qu'on parle de, comment dire, Al Jazeera Plus, pour parler de cette alliance entre un certain inclusivisme, en fait, une certaine gauche et les islamistes. Je trouve que quand vous parlez de cette chaîne et de ce qu'elle fait de manière très intelligente et très subtile, hein, parce que selon moi, souvent, on prend trop souvent les islamistes pour des idiots et on se rend pas compte que finalement, ils sont assez malins. Et je trouve qu'avec AJ+, pardon, vous expliquez bien en fait comment finalement les islamistes arrivent à entre guillemets draguer l'extrême gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne AJ+. Alors, si vous remarquez, donc AJ+, c'est la petite sœur d'Al Jazeera. Al Jazeera est donc financé par le Qatar. Le Qatar, c'est aussi celui qui a financé pendant des années le Cheikh El-Qaradawi, qui est la figure pensante du frérisme contemporain, notamment destiné aux pays occidentaux. Cette chaîne, je l'appelle petite sœur parce qu'elle est en particulier destinée à éduquer ou rééduquer ou reformater les jeunes occidentaux. Donc vous avez des personnages donc tout à fait communs aux jeunes occidentaux, sans porter le voile, habillés comme les occidentaux, et qui font des critiques de tous ceux qui s'inquiètent justement de la montée de l'islamisme ou et qui sont immédiatement taxés d'extrême droite, de vouloir... bon, bref. C'est de la propagande pure. Et cette propagande s'appuie sur une très grande sévérité vis-à-vis de l'extrême droite, une très grande, un très grand soutien explicite à toutes les minorités visibles, LGBTQ, etc. Et puis bien sûr les minorités raciales. C'est une chaîne qui prétend ou qui laisserait entendre que l'islam serait finalement une race, qu'on ne pourrait pas faire autrement quand on est musulman que d'être musulman toute sa vie. Et tout cela est dit par des jeunes sympas qui pourraient être sur n'importe quelle autre chaîne, mais qui sont évidemment bien payés pour administrer cette propagande. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, bien sûr, avec le Qatar, toujours, et qu'elles sont diffusées sur les grandes plateformes comme TikTok, Instagram, etc., qui font des millions de vues, des millions et des millions et des millions de vues. Et ça, c'est très préoccupant, évidemment. En effet. Alors, vous parlez, je voulais revenir au titre rapidement, vous parlez de djihad par le marché. Alors, le djihad, on ne sait pas tous forcément ce que c'est, mais on va dire dans l'inconscient collectif, le djihad, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui nous agresse violemment, c'est les attentats, c'est le terrorisme.
Là, vous parlez de djihad par le marché. Qu'est-ce que ça veut dire finalement dans ce titre, cette notion de djihad? Alors, le djihad, c'est un peu... On a l'habitude de qualifier djihad les opérations militaires de force, donc comme comment on appelle ça, la guerre sainte, si vous voulez. Hmm. En réalité, ça peut être une guerre ou un combat plutôt sur soi-même. Alors, c'est ce qu'ils appellent le djihad du cœur, c'est-à-dire un effort pour surmonter tout ce qui est considéré comme une agression vis-à-vis de l'islam ou quelque chose qui pourrait, euh, disons, donner du cœur à la nécessité, à l'obligation de propager l'islam. Voilà, c'est ça le djihad. C'est pour tout musulman, il faut bien comprendre ça, il y a une obligation de propager la religion. Ce n'est pas juste un choix, vous pouvez avoir envie d'être, de faire partager votre bonheur, etc. Non, c'est une obligation. C'est une obligation et vous en retirez un certain nombre de hasanat, c'est-à-dire des bons points, qui vont peser au jour du jugement dernier quand vous serez face soit au paradis, soit à l'enfer. Et ça, c'est quelque chose auquel les musulmans pensent quotidiennement. Les musulmans pratiquants, j'entends. Et même les autres sont éduqués un peu dans cet univers-là. Donc vos actions quotidiennes ont une polarité négative ou positive, et il faut évidemment accumuler le maximum de points pour se sortir au moins des terreurs de l'enfer qui sont généralement assez bien expliquées. C'est affreux dans les livres qu'on trouve dans les librairies islamiques. Je D'accord, sais- Ouais. Donc le djihad, c'est un devoir et plutôt que de le faire violemment, eh bien, on peut passer par le marché. J'ai expliqué pourquoi les islamistes ont intérêt à s'allier avec, par exemple, revenons sur le hijab running de Decathlon, comme ça je vais pas citer d'autres marques, mais il y en a d'autres évidemment. Eh bien, les salafistes vont considérer que cette tenue moulante est tout à fait illicite. Mais les fréristes ne s'occupent pas de ça parce que ce qui les intéresse, c'est la diffusion de la norme, pas la diffusion du vêtement. Ce hmm, qu'ils veulent, c'est que la femme elle-même se rende compte, une fois qu'elle a porté le hijab running, ce qui est mieux que rien, qu'en fait, il y a toujours plus halal et qu'elle s'embarque en fait dans un espèce de tunnel qui va l'amener finalement à vivre dans le halal intégralement. d'accord. Alors on arrive tranquillement à la fin de l'entretien. J'ai encore deux, trois questions, mais du coup, euh, on a bien compris en fait de quoi vous parlez et on a compris que finalement, là où certains commencent à découvrir le séparatisme, on n'en est peut-être plus tout à fait là et on en est plutôt peut-être à la diffusion des normativités islamiques dans notre société qui essaie de s'imposer. Et du coup, nous, parce que c'est un petit peu le but de la chaîne, ceux qui nous regardent, ceux qui vont vous écouter, vont dire, on comprend bien ce qu'elle nous dit, vont se dire, mais comment moi au quotidien, je peux concrètement résister à ce djihad par le marché et à ces normativités qui tentent de s'imposer dans ma société. Ça ne me plaît pas. Je n'ai pas de haine contre les musulmans, mais j'ai juste en fait envie de résister à cela parce que, eh bien, ces normativités-là ne me conviennent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Bah déjà, faut abandonner le réflexe, voilà, si je ne veux pas du halal à l'école pour mon enfant, je suis raciste. Bon, déjà, faut abandonner ça. Non, vous n'êtes pas Hmm. raciste, vous avez le droit de ne pas vouloir une qualité qui ne vous convient pas, surtout qu'en plus, ça pose quand même des problèmes de bien-être animal. Vous n'avez pas non plus à dire oui, mais les juifs mangent cachère. Oui, mais les juifs ne demandent pas cachère à l'école pour tout le monde. Vous n'avez pas à dire oui, mais les chrétiens, de toute façon, n'ont pas de demande spécifique, donc pour nous, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil parce que si pour eux ça change, alors pour vous aussi, ça, c'est une qualité différente. De plus, la certification donc rapporte de l'argent à ces certificateurs religieux. On ne sait pas exactement où va l'argent, mais ça peut très bien aller à des œuvres qui ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Donc ça, c'est Pardonnez-moi, une chose. Florence, mais ça veut dire que si on nous fait manger du halal de manière, ça veut dire qu'on participe financièrement finalement au déploiement islamique dans notre société, en tout cas à des œuvres islamiques. Vous participez à des œuvres islamiques, oui, puisque les certificateurs, généralement, sont musulmans, sinon ils ne seraient pas crédibles. Hmm. Donc, ces certificateurs
pour affirmer en fait leur islamité, bah, il faut aussi qu'ils participent à des œuvres religieuses. Donc forcément, à la fin, vous participez. Prenez par exemple le cas de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris a le monopole de la certification pour tous les produits qui partent de France ou même d'Europe vers l'Algérie. Et quand Mhm. vous regardez la liste de ces produits, vous avez les viandes avec quelques détails, les produits carnés, nanana, les produits laitiers, les yaourts, etc. Mais vous avez aussi un petit alinéa qui vous dit et tous les autres produits qui pourraient être halal. Formidable. Donc en fait, il n'y a pas de limite à cela. Que fait la mosquée de Paris quand elle fait ça? Elle fait beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais après, ben, elle appartient aux œuvres religieuses. Donc elle va aussi financer des œuvres religieuses. Donc vous payez pour ça. Euh, et en plus, ce qu'elle fait, c'est de diffuser le licite et l'illicite, cette espèce de séparatisme, dans les sociétés musulmanes, qui, elles, ne connaissaient pas ce séparatisme, puisque tout était halal et qu'on ne s'occupe pas de ce qu'on mange. Donc, à partir du moment où vous introduisez cette limite, vous introduisez la suspicion dans les pays qui ne l'avaient pas. Donc, les conséquences sont considérables. Bon, ça, c'est la mosquée de Paris. Il y a d'autres agences de certification qui travaillent, par exemple, la RGML, c'est l'association de la mosquée de Lyon, il y a aussi la mosquée d'Évry, il y a aussi AVS, qui est une agence de certification qui est plutôt proche des frères musulmans. Donc, évidemment que pour être crédible, vous allez avoir besoin de participer à des œuvres religieuses. Et donc, quand vous mangez halal certifié, eh bien, vous payez pour ces œuvres religieuses-là, absolument. Ensuite, donc ça c'était pour l'alimentaire. Mais l'organisation du halal va bien plus loin, puisque je vous ai dit, c'est licite et illicite dans les comportements. Donc, quand vous allez à l'hôpital et que vous voyez une personne qui veut pas se faire soigner parce que c'est une femme, etc., ne pensez pas que, bon, la pauvre, c'est sa pudeur, voilà, c'est à titre individuel. C'est une norme qui est en train de s'installer et qui veut modifier le mode de vie. Vous voyez aussi que les agressions dans les rues aboutissent finalement à ce que les néo-féministes, qui ne sont pas des féministes, je le rappelle toujours, demandent à ce que les transports soient non mixtes, comme ça s'est fait en Égypte, par exemple. En Égypte, quand les frères musulmans ont commencé à être très influents, eh bien, la première chose qu'ils font, c'est de diviser l'espace entre femmes et hommes. De diviser non seulement l'espace, mais de diviser les fonctions, les métiers, etc. C'est vers ça qu'on va. Et ça, c'est ce que j'appelle la société charia compatible. C'est-à-dire une société va se réformer elle-même pour se rendre compatible avec l'islam sans comprendre en fait qu'elle est incitée à devenir islamique. Est-ce que finalement, j'y reviens une dernière fois, pardonnez-moi, ce sera l'avant-dernière question, mais est-ce que les Français n'ont-ils pas intérêt finalement à se réapproprier une lecture civilisationnelle pour comprendre ce qu'ils défendent réellement en termes de culture, d'us et de coutumes? C'est-à-dire qu'en gros, on est dans des sociétés libérales, on a l'impression que les sociétés libérales, les démocraties libérales occidentales, c'est un petit peu le développement normal de chaque nation. Or, quand on Oui, regarde le monde, on voit que c'est pas du tout le cas. Ce non, qui veut dire que voilà, et c'est ce qui justifie qu'on est justement une civilisation particulière et pas une civilisation universelle, et donc qu'on peut se heurter à exactement. d'autres civilisations. On a une manière d'être, on a une manière de vivre, on a des principes, on a des valeurs, elles sont particulières. Euh, Après, on les partage. On voudrait imposer, bien sûr, les droits de l'homme parce que ça nous semble être universel, mais il faut reconnaître que ça appartient à notre culture et à notre civilisation. Donc oui, il n'y a pas de honte à se situer dans une civilisation. D'ailleurs, les musulmans ne font que ça, se situer dans une civilisation. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on se situe dans une civilisation, on va rentrer en conflit avec une autre, pas nécessairement. Sauf si, bien sûr, cet autre veut s'imposer. Alors à ce moment-là, effectivement, on sera obligé de mener la guerre contre une civilisation qui nous mène la guerre. C'est Julien Freund qui explique ça très bien, une très belle formule que je ne connais pas par cœur, mais en gros, ça dit, vous pouvez faire toutes les protestations d'amitié à votre voisin qui vous veut la guerre, de toute façon, il vous la fera et il viendra jusqu'à votre jardin pour la faire. Cette phrase m'a trotté dans la tête quand j'ai été très récemment au kibbutz de Kfar Aza, donc près de Gaza, pour voir un peu ce qui s'était passé le 7 octobre. Et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. Ils sont venus tuer des enfants, des adolescents, des jeunes qui étaient là dans leur jardin.
et que peuvent faire ces adolescents, ces jeunes et ce pays qu'est Israël, il ne peut faire que répondre. Sinon, il sera éradiqué. C'est comme ça. Et nous, on est dans la même situation. C'est-à-dire que si on ne répond pas, il ne faut pas s'attendre à ce que ces mouvements prosélytes et radicaux s'arrêtent seuls parce qu'ils ont le devoir de faire ce djihad. Il faut le stopper, il faut l'arrêter. Et il faut donc demander aux autorités religieuses de sacrifier un certain nombre de leurs obligations afin que on puisse vivre ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vrai que le cadre laïque pose un problème. Je parle de la loi 1905, pas de la laïcité, je veux dire en termes culturels, mais la loi de 1905 nous empêche de parler aux religieux. Alors, le bureau des cultes parle aux religieux. D'ailleurs, il est très influencé par les frères musulmans, le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Mais il parle, mais il parle loin de la représentation nationale. Ils ne se sont pas obligés de donner des comptes sur les autorités religieuses qu'ils choisissent. Et ça, c'est une entrave pour moi à la loi de 1905. Donc, pour poursuivre, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être envisager une sorte de concordat aménagé pour l'islam, quelque chose de comparable au grand Sanhédrin organisé par Napoléon lorsqu'il a dit les Juifs, il y a des choses qu'on tolérera de vous, il y en a d'autres qu'on ne tolérera pas de vous. Donc, si vous marchez dans le cadre de l'État, alors, dans ce cas-là, de l'État français, alors dans ce cas-là, c'est un empire à l'époque, vous êtes les bienvenus. Si par contre, vous ne voulez pas, disons, appliquer le droit français, eh bien, vous ne serez pas les bienvenus. C'est ce qu'il faut faire absolument et d'urgence. Après, je voulais rajouter une chose. On parle beaucoup d'interdire les frères musulmans. C'est très à la mode en ce moment. Donc, alors c'est la surenchère, hein. Trump l'a fait. Ben moi, je veux le faire encore plus fort, etc. Bon, ça ne sert strictement à rien parce que, comme vous l'avez compris, le frérisme, c'est-à-dire l'idéologie diffusée par l'existence pendant 40 ou 50 ans, un demi-siècle, des frères musulmans en France, elle s'est déjà propagée bien au-delà de la confrérie. Une confrérie qu'on ne peut même pas identifier. Nous ne sommes pas des pays musulmans où on peut torturer les frères musulmans, les pendre, etc., pour les réduire. Et heureusement, nous ne sommes pas comme ça. Donc, il faut utiliser des moyens plus intelligents parce qu'on a affaire à des gens bien plus intelligents qui nous connaissent beaucoup mieux que nous ne les connaissons. Sinon, on n'arrivera pas à les réduire. Donc, ces effets d'annonce, franchement, en ce moment, elles m'insupportent. Comprends. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour ce livre, Le Djihad par le marché, qui est un livre nécessaire si on veut comprendre ce qu'il se passe dans notre société. Moi, ce livre m'a fait l'effet de, vous savez, ce genre de livre qui explique ce que vous sentiez, mais que vous n'arriviez pas à expliquer. C'est-à-dire on va tous à Leclerc, à Carrefour, on voit qu'il y a de plus en plus de produits islamiques, de produits musulmans, on voit qu'il y a de plus en plus autour de nous de produits islamiques, et puis on sent quelque chose, mais du coup, je l'avais pas intellectualisé. Ce livre aide à faire cela, il aide à comprendre ce qu'il se passe, et donc c'est un livre nécessaire. Merci de l'avoir écrit, Florence Bergeau-Blackler. C'est aux éditions Odile Jacob, je l'ai pas dit, et je les remercie pour l'envoi d'ailleurs. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous.